Bonjour, messieurs, dames. Mon nom est Gilles Fontaine, je suis rédacteur en chef au magazine Challenge et donc j'ai le plaisir de vous présenter cette table ronde consacrée à l'IA et la médecine, prédictive ou préventive. Alors derrière ce thème un petit peu générique, peut-être pas forcément très engageant, la discussion promet d'être passionnante. On a quelques speakers avec des profils assez variés, complémentaires, vous allez le voir. À ma gauche, Reda Guia de Pfizer France, Nouria Pérez-Culel de Pierre Fabre, Florence Alouche à ma droite et Pierre Dubois de TSE. Peut-être qu'on va commencer, vous allez vous présenter, vous allez vous pitcher vous-même en 30 secondes, 1 minute. Vous voulez commencer, Nouria, peut-être? Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, pharmacienne de formation, je suis aujourd'hui la directrice médicale des laboratoires Pierre Fabre, une entreprise française créée par Pierre Fabre, son fondateur éponyme, qui est aujourd'hui présente un peu partout dans le monde et qui a une particularité, c'est qu'elle agit autant dans le développement de médicaments que dans le développement des produits dermocosmétiques. Et ceci nous permet d'avoir une approche du patient complète qui intègre la prévention, le traitement, l'accompagnement pendant les traitements et après le traitement. Et nous avons une conviction, c'est que aujourd'hui, la médecine évolue très vite grâce avec l'aide de l'intelligence artificielle et ça va nous permettre de plus en plus d'avoir un traitement personnalisé du patient en fonction d'un ensemble de données qui le concernent. Bon, vous allez nous en dire un petit peu plus encore tout à l'heure. Reda Guia, président de Pfizer France. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour Gilles. Je m'appelle Reda Guia, je suis le président de Pfizer France. J'ai pris cette fonction à partir de septembre 2022. Actuellement, je suis pharmacien et j'ai une trentaine d'années d'expérience, on va dire, dans le domaine de la santé, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Alors, deux mots sur Pfizer rapidement, c'est que Pfizer aujourd'hui est une société globale qui est présente dans quasiment tous les pays au niveau mondial. On a une présence, que ce soit directe ou indirecte. Nous sommes axés sur un certain nombre de domaines thérapeutiques, que ce soit l'oncologie, les maladies rares et les vaccins. Les produits hospitaliers et la médecine interne. Ça, c'est nos domaines sur lesquels on travaille. Et on a un certain nombre de molécules aujourd'hui qui sont en développement, sur lesquelles on est en train de travailler pour voir comment on peut accélérer ce développement. D'ailleurs, pour vous donner un chiffre, nous avons aujourd'hui 150 programmes au niveau de la recherche clinique. Merci Reda. Florence Alouche. Oui, bonjour et merci encore de me permettre de participer à cette table ronde. Moi, je suis Florence Alouche-Acnin, je suis pharmacien de formation, ça fait la troisième. J'ai travaillé longtemps dans le transfert de technologies au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris qui a permis de créer de nombreuses start-up innovantes issues de l'activité médicale et des pharmaciens. Et actuellement, j'ai monté aussi une start-up de biotechnologie qui s'appelle Sparring Vision et je monte actuellement un fonds d'investissement qui s'appelle Sorbonne Venture pour justement investir en early stage dans les startups innovantes qui utilisent de plus en plus justement l'intelligence artificielle. J'ai une autre casquette, je suis également professeur à la faculté de pharmacie, juste derrière le parc du Luxembourg, pour enseigner l'innovation et l'entrepreneuriat justement parce que les futurs pharmaciens vont avoir besoin d'intégrer toutes les connaissances pour pouvoir innover au sein des grands groupes mais au sein des startups également. Merci Florence. Et Pierre Dubois, fermez le banc. Pierre Dubois. Donc, moi, je suis professeur d'économie à l'École d'économie de Toulouse, directeur du centre santé qu'on a créé il y a quelques années. Et je travaille beaucoup sur la santé, les industries autour de la santé, évidemment la pharmacie, et les politiques publiques, et l'effet des politiques publiques dans ce secteur, qui concerne bien sûr toutes les régulations qui vont affecter l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais pas seulement. On étudie aussi la façon dont les régulateurs affectent l'accès au marché. Et donc il y a beaucoup de recherches actuellement dans ce domaine-là parce qu'il y a des réformes très importantes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui vont affecter le secteur et qui affectent in fine la santé des individus.
Merci beaucoup, Pierre. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Peut-être avec vous, Reda, on peut commencer par raconter un petit peu où en est la pharma aujourd'hui. Crise sanitaire sans précédent, globale, mondiale, et derrière une révolution technologique, là aussi pratiquement sans précédent. Ça ressemble un petit peu à une tempête parfaite. Où en est l'industrie aujourd'hui et notamment où en est l'innovation? Comment travaillez-vous pour développer ces nouvelles molécules? Alors Gilles, vous avez parlé de tempête parfaite. Oui, c'est une tempête parfaite. Tout ce que je veux vous dire, que nous vivons une période extraordinaire au niveau des sciences de la vie. Alors, la raison est très simple, c'est que nous avons deux révolutions qui s'associent. Tout d'abord, il y a la révolution de ce qu'on appelle de la biologie médicale, c'est-à-dire des nouveaux mécanismes d'action, des nouvelles technologies, des plateformes. Vous avez entendu parler, bien sûr, de l'ARN messager, hein, au niveau des vaccins. Ça, c'est une nouvelle technologie. Au niveau des maladies rares, on parle aujourd'hui de thérapie génique. Au niveau de l'oncologie, on parle de thérapie cellulaire, etc. Alors tout ça, c'est des nouvelles. Il y a eu vraiment une révolution au niveau de toutes ces plateformes, d'une part. Il y a aussi une autre révolution en parallèle, c'est la révolution de l'IA, l'intelligence artificielle. Et c'est l'association de ces deux révolutions qui a créé une renaissance extraordinaire au niveau des sciences de la vie. C'est pas tout à fait nouveau. Alors l'IA générative, ça balaye tout, c'est sûr, c'est quelque chose de complètement nouveau. On ne sait pas où ça nous emmènera, mais l'industrie travaille déjà avec du machine learning, avec de la data, avec des data scientists déjà depuis quelques années. Qu'est-ce que l'introduction de cette nouvelle techno et de ces algorithmes change pour vous? Vous savez, je vais vous dire, vous avez vraiment raison là-dessus. Ça existe, tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a plusieurs vagues. Ça a commencé avec le machine learning, et ça a commencé il y a 10 ans déjà. Il y a beaucoup de sociétés pharmaceutiques, d'entreprises de médicaments qui ont utilisé le machine learning dans tout le cycle de vie du développement clinique, mais aussi post-développement clinique. Je vais vous donner donnez-nous des exemples. Ouais. Vous savez, au niveau de la recherche clinique, pour faire tout simple, vous avez la préclinique, c'est-à-dire le laboratoire. On teste des produits au niveau du laboratoire, pour faire tout simple. Une fois qu'on a la preuve du concept, on passe à la clinique, c'est-à-dire chez l'humain. Et après cela, on a ce qu'on appelle la troisième phase, qui est la même, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, et aussi toute la partie qui est la pratique clinique. Alors, en préclinique, grâce à l'IA, pour vous donner un exemple très concret, c'était au moment du Covid. Grâce à l'IA, nous avons pu accélérer le développement préclinique d'une molécule qui est un antiviral, qui s'appelle Paxlovid d'ailleurs, contre la Covid-19. On a dû réduire les taux de 90%. Comment on l'a fait? Vous savez, pour faire tout simplement la première, au niveau de la préclinique, on commence avec ce qu'on appelle drug discovery, la découverte de produits. Avec la découverte de produits, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des bibliothèques avec des milliards de molécules qui sont existantes. On crible une dizaine de millions et puis on synthétise quelques millions de molécules que nos chercheurs, d'ailleurs, essayent de tester en préclinique pour essayer de voir laquelle d'entre elles fonctionnerait. Alors, avec l'intelligence artificielle et ce que nous avons effectué, nos chercheurs ont effectué avec cet antiviral, c'est qu'au lieu de passer par toutes ces étapes, on est passé tout de suite par la synthèse de 600 molécules. C'est-à-dire, on compare 600 molécules au lieu d'avoir 3 millions de molécules pour pouvoir tester si ça fonctionne, oui ou pas, la preuve de concept au niveau, encore une fois, au niveau préclinique. Mais ça ne s'arrête pas là. Je peux vous dire aussi que grâce à l'IA, nous avons pu identifier la forme orale au lieu de la forme IV. Et ça, c'était très important au niveau de la crise de la Covid, parce que, comme vous savez, les hôpitaux étaient... je pourrais vous dire que c'était très difficile d'avoir accès aux hôpitaux durant cette période-là. Et c'est beaucoup mieux d'avoir une gélule chez soi que d'aller à l'hôpital pour avoir un produit intraveineux. Mais alors, au niveau clinique aussi, pour vous rejoindre au niveau du Covid, nous avons aussi, il y a beaucoup, je crois que l'intelligence artificielle peut vraiment accélérer, et on l'a vu,
accélérer le développement clinique. Comment le recrutement des patients au niveau des études cliniques. Vous savez, 80% des études cliniques aujourd'hui n'arrivent pas à inclure les patients dans les temps impartis. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut aller très vite. Le vaccin, par exemple, le vaccin Comirnaty qui est indiqué contre la Covid, là, on a réduit aussi les temps. On a réduit les temps de, je pourrais dire aussi de 90%. Au moment du Covid, c'était le Covid est très dynamique. C'est-à-dire d'une région à l'autre, on voyait que l'incidence et la prévalence variaient énormément. Alors, grâce à l'intelligence artificielle, au machine learning, on a pu prédire les régions, mondialement, les régions qui auraient une prévalence importante au niveau de la Covid. Et c'est comme ça qu'on a réussi, en un temps de 4 mois, d'inclure 46 000 patients au niveau des études cliniques dans 150 pays, dans 6 pays et 150 centres. Et ça, c'est considéré vraiment extraordinaire, parce qu'en 90%, on a réduit les temps de 90%. Oui, et on voit une accélération, en tout cas dans les processus d'innovation et de découverte. Nouria, chez Pierre Fabre, on parlait de tempête parfaite. Comment est-ce que vous avez vécu ça, vous, et où en êtes-vous aujourd'hui, et qu'est-ce que l'IA, finalement, apporte à vos propres process? Alors, comme ça vient d'être dit, on vit actuellement dans un monde où le paradigme de la santé et du soin est en pleine transformation et où effectivement l'innovation vise à amener des traitements très ciblés, très personnalisés. En fait, hier, on traitait la maladie, les symptômes, et aujourd'hui, on traite le patient selon sa caractéristique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir individualiser chacun d'entre nous, chacun des potentiels patients, et ensuite on va pouvoir proposer à chacun de ces patients, que nous pouvons être un jour, un parcours personnalisé pour lui donner plus de chances de trouver le traitement qui lui est vraiment adapté. On est en train de passer de traitements standardisés à des traitements plus individualisés et lui donner plus de chances de survie. Et pour être concret, grâce à cette intelligence artificielle, on va aussi pouvoir traiter beaucoup de données et surtout de données de nature très différentes. C'est-à-dire que vous allez prendre les données socio-économiques, vous allez prendre de l'imagerie, vous allez prendre les rapports, les comptes rendus hospitaliers, vous allez prendre les données génétiques, vous allez prendre, en lien avec la table ronde, la présentation précédente, des données qui sont issues des facteurs externes des patients. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de nutrition. Aujourd'hui, on sait que tous 50 grammes de viande transformée consommée par jour augmente de 18% la possibilité d'avoir un cancer du côlon. Donc toutes ces données très diverses vont pouvoir être traitées par l'intelligence artificielle et derrière, aller chercher ce qu'on appelle des biomarqueurs et face à chaque biomarqueur, associer un score de risque. Et donc le patient, quand il va aller être pris en charge, on va aller chercher ce biomarqueur, on va regarder quel est son score de risque et en fonction de ça, on va pouvoir lui proposer un parcours de prévention et un parcours de diagnostic, traitement et de suivi sur mesure. Et ça, aujourd'hui, c'est ce sur quoi on travaille, nous, chez Pierre Fabre, tant dans l'oncologie, mais aussi également dans les maladies rares. Les maladies rares est un domaine pour lequel l'intelligence artificielle amène aussi beaucoup d'espoir, parce qu'on va pouvoir, en fonction de cette mutation génétique, pouvoir développer des traitements individuels sur mesure qui vont être administrés au bon moment pour pouvoir effectivement, pour certains, reverser la mutation. Donc là, on voit bien une révolution, en tout cas dans le diagnostic, avec des parcours de soins probablement personnalisés. Est-ce que vous pouvez nous donner là aussi des exemples? Oui. Comment ça se passe? En effet, pour être concret également, ce qu'on peut faire aujourd'hui, et nous, on a chez Pierre Fabre un projet avec la FIAC. La FIAC, c'est la filière intelligence artificielle et cancer, qui est nous sommes membres fondateurs. D'ailleurs, Pfizer est aussi présent dans cette assemblée. Et nous travaillons, l'objectif de la FIAC, c'est de, à partir de la donnée, amener de l'innovation concrète pour le patient. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons un projet qui concerne les patients atteints d'un cancer du poumon. Vous savez que le cancer du poumon est un cancer aujourd'hui en évolution encore dans le monde. C'est le cancer avec l'incidence le plus importante, mais également la mortalité. C'est vrai chez l'homme, en deuxième place chez la femme, ça reste donc vrai pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous travaillons pour analyser des données hospitalières
auquel on va appliquer des techniques d'intelligence artificielle très concrètes, de traitement de langage, mais aussi de machine learning. Ça va nous permettre de faire quoi? De prendre des comptes rendus hospitaliers, d'appliquer cette technique d'intelligence artificielle de traitement de langage et de structurer de la donnée. Compte rendu hospitalier, structuration de données. Et ensuite, la technique de machine learning va permettre deux choses. Une première, c'est de créer des typologies de parcours de soins. Et ensuite, en fonction des parcours de soins, regarder les chances de survie du patient. Et ainsi, on va pouvoir effectivement extraire les parcours de soins qui apportent plus de chances en fonction de la typologie du patient. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, le cancer du poumon dont je vous parlais, il y en a un en particulier qui est le cancer à non petites cellules. Et ce qu'on sait aujourd'hui de ce cancer, c'est que pour la population caucasienne, 60% de ce cancer à non petites cellules est drivé par une mutation génétique. Chez la population asiatique, c'est 80%. Eh bien, il faut que le médecin puisse... Il faut que le patient, en tout cas en échange avec son médecin, puisse aller chercher sa mutation génétique. Et en fonction de sa mutation, on va lui donner un traitement. Grâce à notre projet, grâce à cette analyse des données hospitalières, à cette technique d'intelligence artificielle, on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui certains patients n'ont pas la détection de la mutation génétique, pourquoi elle a lieu trop tard. Quand elle a lieu trop tard, ça veut dire que le patient va recevoir un traitement qui potentiellement n'est pas celui qui pourrait être le plus adapté pour lui. Et une fois on aura compris ça, eh bien on pourra mettre en place des mesures d'innovation pour justement aller chercher et résoudre ces problèmes de rupture de soins. Donc c'est vraiment très important grâce à l'intelligence artificielle, comprendre ces parcours de soins, comprendre où il y a des ruptures, où il y a des moments où le patient n'a pas accès à ce qui serait le mieux pour lui, pour pouvoir derrière lui amener ces thérapies très innovantes. Elles peuvent être cellulaires, géniques, thérapies ciblées, qui vont aller attaquer sa mutation génétique et lui apporter une chance de survie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est porteur de beaucoup d'espoir et qui va, je crois, enrichir aussi la relation qu'il peut y avoir entre le médecin et le patient. Aujourd'hui, le médecin ne prend plus la décision tout seul. Le patient est acteur dans la prise en charge. Et effectivement, l'intelligence artificielle amène au médecin finalement une aide pour mieux comprendre son patient et pour mieux guider et aider le patient à accepter ce traitement. Bon, on comprend au grand chambardement, en tout cas dans les labos et jusque dans le parcours des soins et même dans le bureau du médecin. Alors, Florence, vous, pendant ce temps-là, votre boulot, c'est d'aller chercher les chercheurs, enfin, pas très heureux comme formule, mais de les convaincre de sortir de leur labo et de créer leur boîte. Racontez-nous un petit peu. Alors ça, c'est quelque chose qui est déjà bien avancé. Si on n'est pas il y a 20 ans, maintenant, il y a une vraie culture dans les laboratoires de propriété industrielle, de création de start-up. Il y a énormément d'outils qui ont été mis en place par les gouvernements successifs pour justement accompagner l'innovation qui sort des startups, des labos. La semaine dernière, ici, il y avait le Deep Tech Tour organisé par BPI France. Donc, aussi bien des PhD que des chercheurs peuvent créer leur entreprise. Ils ont des aides pour le faire. Donc, l'idée, c'était comment les convaincre que finalement l'outil qu'ils vont utiliser n'est pas un outil qui est purement issu des laboratoires de recherche dont ils ont l'habitude. En fait, l'IA, c'est une révolution, mais c'est un outil finalement. Et moi, ce que je vois comme révolution, c'est que finalement, on ne va pas avoir des startups qui sont créées par des médecins, des biologistes, des pharmaciens, mais on va avoir des startups qui sont créées par des médecins, des pharmaciens, des biologistes, des mathématiciens, des physiciens. Et dans les équipes, on voit des jeunes qui montent leur startup. Alors, il y a le chercheur qui publie dans Cell, dans Nature. Et puis, il y a celui aussi qui est spécialiste des algorithmes, qui est spécialiste de l'analyse sémantique, des choses qu'on ne connaissait pas dans le domaine de la santé a priori. En fait, on avait des publications, on avait un brevet, puis on se disait, allez, on va vers cette molécule. Tout a changé. En plus, si on rajoute la couche de la deep tech, où on est vraiment dans des technologies qui sont des technologies de rupture, longues à valider, longues à mettre sur le marché, c'est 10 à 12 ans pour avoir un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché. C'est un vrai parcours du combattant quand c'est une start-up qui la lance, parce que finalement, elle va aller au mieux jusqu'à la phase 2, puis ensuite trouver un partenaire. Donc il y a un enjeu financier, il y a un enjeu stratégique, il y a un enjeu d'innovation. Et donc l'IA arrive comme un outil dont
elles ne peuvent plus se passer. Et on voit des entreprises qui sont maintenant même à côté de ces innovations de laboratoire. C'est-à-dire qu'on a l'innovation, le peptide, l'anticorps conjugué, toutes ces grandes innovations dans le cancer et dans les maladies rares dont vous parliez, madame. Et c'est vrai qu'à côté, on a des startups qui vont faire de l'optimisation de capsides, comme White Lab Genomics, par exemple, qui est une société qui ne fait que d'optimiser les capsules virales qui vont servir dans la thérapie génique, qui est un enjeu majeur en termes industriels pour ces startups. Il ne faut pas qu'elles se plantent, pardon du terme, quand elles vont lancer leur première production, parce que ça coûte beaucoup d'argent et qu'elles ne peuvent pas se permettre de gâcher cet argent durement levé auprès des investisseurs. Et puis l'autre partie, eh ben, c'est la partie du design de molécules, c'est-à-dire que on a fait tourner des chimiothèques longtemps, on a essayé de voir même de la transposition de molécules pharmacologiques naturelles vers des traitements. Et puis maintenant, on a des sociétés comme Akemia qui vont aller faire du design de molécules vraiment en prenant en compte le récepteur cellulaire et la molécule qui va bien. Et puis alors à l'autre bout, on a les jumeaux numériques qui sont quand même la grande révolution pour toutes ces boîtes-là. C'est à la base, les jumeaux numériques, c'était utilisé dans l'industrie de l'aéronautique pour faire exister, on va dire, sur un ordi un objet réel en compilant des données. Et bien là, le jumeau numérique permet de faire une carte de métro de la cellule, une carte de métro des récepteurs, de comment ça marche, les cascades enzymatiques, les réactions entre les différents composants. Et donc là, c'est un outil ultra puissant pour ces jeunes entreprises. Ça raccourcit le temps, ça raccourcit la préclinique, ça raccourcit, et puis surtout, et je pense qu'on va parler du niveau financier, c'est-à-dire que ce développement nécessite beaucoup d'argent, c'est très capitalistique, et donc plus on gagne du temps, et surtout on gagne du temps, mais aussi avec des éléments qui sont robustes, parce qu'il faut les présenter aux agences. Tous les médicaments passent devant une homologation des agences de santé, et donc il faut prouver qu'on peut se passer de faire les essais précliniques sur l'animal, qu'on peut se passer de faire des lignées cellulaires, qu'on peut compter sur l'ordinateur qui va faire les choses in silico. Ça commence à avancer. Aux États-Unis, il y a des phases 2 qui sont même autorisées in silico. On est un peu plus en retard sur l'Europe là-dessus, mais ça va venir. Et du coup, ces outils d'IA, ça va être la base de toutes ces startups qui vont ensuite avoir besoin de fixer un prix. Donc, on en parlera de quel est le retour. Parce que on voit bien ça aussi, c'est là que l'économiste va intervenir. Parce qu'on voit bien que les modèles économiques aussi évoluent, et ça, on aura aussi l'occasion d'en reparler avec nos amis des laboratoires. Des startups se revendent à milliards à des grands groupes. Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on marche sur la tête? Et globalement, Pierre, éclairez-nous, qu'est-ce que l'économiste pense de ces grands mouvements de plaques tectoniques? Alors oui, merci beaucoup. Donc beaucoup de choses ont été dites déjà sur le rôle de l'IA et le fait que c'est une technologie vraiment disruptive qui va énormément changer la façon dont on fait la recherche et développement, la façon dont on innove dans le secteur de la santé. Alors moi, je me rappelle quand j'ai commencé à étudier ce secteur il y a pas mal de temps maintenant, les premières publications que je lisais sur l'évaluation du coût de développement d'une nouvelle molécule qui avait été faite par des Américains, qui dataient de publications de début des années 90, disaient qu'il fallait au minimum 800 millions de dollars, 1 milliard pour avoir une nouvelle molécule. Donc ça a intégré toutes les difficultés qu'on a dans le processus de R&D, de la phase préclinique à la phase d'accès, tous les échecs qu'il va y avoir, parce qu'il y a en gros ce qui rentre en phase 1, il y en avait simplement 1% qui accédait au marché. Et donc quand on calculait tous ces coûts, en intégrant tous les échecs, on arrivait à ce chiffre de près d'1 milliard. Il y a des études qui ont voulu répliquer ça, donc ça c'était des publications début des années 90 avec des données des années 80. Chaque année, chaque 5 ans, 10 ans, il y avait une nouvelle publication qui essayait de mettre à jour ces évaluations avec des données plus récentes. Et on a vu ce coût augmenter au cours du temps de façon assez spectaculaire. On arrivait maintenant à quelque chose comme 3 milliards. Donc on a triplé le coût. Alors évidemment, ça c'est le signe de plusieurs choses. D'abord, c'est le signe que les innovations les plus simples, les plus faciles ont été découvertes. Et donc, quand on s'attaque à des problèmes plus difficiles, on a plus d'échecs, il faut faire plus d'investissements, il faut faire appel à plus de recherche fondamentale, il va falloir faire beaucoup plus d'essais cliniques, etc. Donc, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher. Donc, voilà, ça, c'est la frontière technologique qui se déplace et qui fait qu'on a de plus en plus de mal à innover, ça devient plus coûteux. Mais ce qui peut être assez porteur d'espoir, c'est que ces innovations
telles que l'intelligence artificielle, en fait, elles apportent une nouvelle façon de faire de la R&D et elles peuvent au contraire faire baisser les coûts. Et donc ça rejoint un petit peu ce que disait... On n'est pas dans un schéma de ce qu'on appelle des killer acquisitions où on rachète des boîtes. Ça peut-être plus tard, mais d'abord on avait une façon traditionnelle de faire la recherche qui était avec des scientifiques, des essais cliniques, des essais en laboratoire, etc. Et le modèle était toujours le même. Simplement, on avait des problèmes de plus en plus compliqués à résoudre et donc les coûts augmentaient, c'était de plus en plus difficile, avec de plus en plus d'échecs. Maintenant, avec l'IA, on a une nouvelle façon qui change complètement la façon dont les chercheurs vont travailler et qui permet de réduire énormément les coûts et de trouver aussi des choses qu'on ne pouvait pas découvrir auparavant parce que l'esprit humain n'avait pas la capacité de digérer, de transformer des millions de données, toutes les données sur le gène. Enfin, c'est quelque chose de vraiment faramineux. Donc maintenant, on a les capacités informatiques, on a les capacités mathématiques, techniques, algorithmiques pour traiter de ces données. Et donc, c'est une innovation qui, dans la façon de faire la recherche, qui fait faire baisser les coûts. Et donc, on peut avoir l'espoir que ce coût de développement qui a augmenté de façon quasi certaine au cours du temps va peut-être stagner ou même baisser. Ce qui est une bonne chose pour nos finances publiques, parce que ça voudrait dire que sinon la santé devenait de plus en plus un bien pour les personnes les plus riches ou pour les pays les plus riches. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Et donc ce que disait Reda et ce que vous disiez aussi Noria tout à l'heure, c'est vraiment, on le voit dans les chiffres. Moi, je regarde des statistiques. Je regardais récemment les données sur les essais cliniques de phase 1 en 2023. Il y a une proportion très significative qui maintenant concerne des molécules qui ont été découvertes grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, par exemple, en 2023, sur les 24, il y avait 24 molécules qui étaient en phase 1 qui avaient été découvertes vraiment par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas simplement une utilisation de techniques de machine learning fortuite. C'était vraiment des boîtes d'IA qui avaient fait cette recherche en collaboration avec l'industrie pharmaceutique. Sur ces 24 phases 1, 21 ont passé la phase 1. Ce qui est un taux de succès énorme. C'est-à-dire que d'habitude, les taux de succès sont beaucoup plus faibles en phase 1. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et en plus, ces molécules ont eu des périodes de développement beaucoup plus rapides que ce qu'on observe d'habitude. Donc, ça permet d'aller plus vite et ça permet aussi d'identifier des choses qui marchent mieux et qui ont plus de succès. Alors maintenant, il faut voir si ces molécules qui rentrent en phase 2 vont avoir autant de succès. Il faut du temps parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, ça fait simplement 10 ans qu'on utilise l'IA en pharmacie, en recherche. Et donc, ça prend un petit peu de temps. Depuis 5 ans, on voit cette croissance exponentielle de l'utilisation de l'IA dans les essais cliniques. Et on va voir les résultats dans les années à venir. Et je pense que ça, c'est quelque chose vraiment de très important pour nous, in fine, pour la santé des gens, qui va permettre d'avoir des innovations qui sont très, très utiles. Donc ça, c'était le premier point que je voulais dire. Après, bon, j'en ai plusieurs autres, mais parlez-nous constatation, c'est ça. Effectivement, la conséquence pour le marché et pour la compétition entre ces entreprises. Est-ce que c'est bien pour la concurrence? Est-ce qu'il y a moins de concurrence? Bonne question. On risque d'éliminer plus rapidement. Oui. Alors, je sais qu'hier, il y avait une session qui parlait aussi de l'innovation, de la concurrence et le rôle de l'intelligence artificielle en général. Alors, comme je disais, ça permet d'aller plus vite, ça permet de baisser éventuellement des coûts, mais ça donne aussi beaucoup d'importance aux algorithmes, aux données. Et on sait que l'accès aux données, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est aussi réglementé en santé. Et donc, une des craintes possibles, c'est que cet avantage concurrentiel que va donner l'IA soit concentré auprès de ceux qui maîtrisent l'IA. Donc les entreprises, les grandes plateformes qui ont les données, celles qui ont les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle. Donc on aurait pu craindre que l'IA remplace les chercheurs en pharmacie, remplace les scientifiques, et qu'on n'ait plus besoin de certaines connaissances, certains chercheurs en pharmacie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude récente qui a étudié comment toute la recherche qui essaye d'associer le génome à des maladies pour identifier des cibles, comment cette recherche a utilisé l'IA et est-ce que
les entreprises qui utilisaient l'IA avaient effectivement un avantage concurrentiel et est-ce qu'elles allaient dominer celles qui ne l'utilisent pas, ou celles qui utilisent l'IA et qui viennent d'un secteur, du secteur informatique, des algorithmes, etc., et qui ne sont pas spécialement des spécialistes de la santé, comme Pfizer, comme Pierre Fabre, etc. Et en fait, cette étude, donc ça c'est une étude récente américaine, hein, elle montre qu'en fait, l'intelligence artificielle et les connaissances scientifiques des chercheurs en sciences n'étaient pas substituts, mais plutôt complémentaires. Et donc en fait, l'IA vous permet d'identifier des cibles, des cibles, des biomarqueurs, des cibles médicamenteuses, etc. Moi, je ne suis pas spécialiste de la science de tout ça, hein, mais voilà, c'est ce que cette IA permet de faire, comme le disaient Nouria et Reda et Florence. Mais cette IA n'est pas parfaite et fait des erreurs, comme les chercheurs font aussi des erreurs. Mais ce que cette étude montre, c'est que les chercheurs sont meilleurs pour identifier ce qu'on appelle les erreurs de type 1, 2 de l'intelligence artificielle, qui va vous déclarer beaucoup trop de faux positifs. C'est-à-dire qu'elle va dire, je trouve une association entre ce gène et cette maladie, donc il faut faire de la recherche, faire des essais cliniques là-dessus, faire de la recherche sur cette cible. Et en fait, les chercheurs connaissant les mécanismes biologiques sont plus capables, grâce à la science, d'identifier les faux positifs et de trier parmi toutes les associations détectées par l'intelligence artificielle qui auraient été très difficiles de détecter par l'œil humain, de dire voilà, c'est plutôt celle-là. Et donc cette étude montre que les entreprises qui utilisent à la fois des scientifiques et l'intelligence artificielle sont meilleures que celles qui n'utilisent pas Alors Pierre, ce serait intéressant d'avoir la réaction de nos amis à ma gauche. Reda, qu'est-ce que... Oui, je vais commencer. Alors, deux commentaires. Tout d'abord, Pierre a parlé de nombre de molécules qui sont actuellement en phase 1, qui a augmenté. Et ça, c'est grâce, bien sûr, à l'intelligence artificielle et du preuve de concept de la préclinique à la clinique, ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire comment je traduis tout ce qui est science au niveau du laboratoire chez l'être humain. Et là, on est passé vraiment, on voit une explosion du nombre de molécules en phase 1. Maintenant, passage de phase 1 à phase 3. Okay. Alors rapidement, la phase 1, c'est là où on détermine le bon dosage et on va dire le bon dosage du produit. Après, la phase 2, c'est l'efficacité. Et la phase 3, c'est vraiment, on compare le produit ou le médicament qui est actuellement en développement clinique par rapport à le traitement existant. Alors, par rapport à la phase 2 et la phase 3 qui est plus importante en termes de patients, on a vu, je vous donne un exemple très concret, par exemple chez Pfizer, on a appliqué au niveau de l'oncologie l'intelligence artificielle, pour accélérer l'inclusion des patients, 2 pour identifier le bon profil. C'est-à-dire que c'est le profil du patient, et là je vous rejoins, Nouria, quand vous avez parlé de la personnalisation des traitements et de la recherche clinique, on identifie le bon profil qui va bénéficier de ce protocole. 3, la troisième étape, ça a été aussi essayer de redesigner les protocoles, c'est-à-dire quand vous avez une étude clinique, il y a derrière un protocole avec des règles et s'assurer que ces règles-là sont appliquées sur le bon patient, pour faire simple. Alors, grâce à ça, on avait fait une étude chez nous, chez Pfizer, on a pu accélérer le développement et le taux de réussite aussi. On a augmenté le taux de réussite de 50% dans ces phases 2 et 3 et accéléré de 35% le recrutement des patients. Alors, ça, c'est important. Si je peux rajouter un mot très rapide. On a parlé de connaissances, beaucoup à droite, à gauche, etc. L'idée est plutôt, c'est vraiment là, le mot-clé, c'est partenariat. Je vous dis quelque chose, vraiment, le partenariat, parce que même pour les grosses sociétés, on n'arrive pas à tout faire tout seul. Personne n'a le monopole sur l'innovation. Il faut aller la chercher. D'ailleurs, l'exemple très frappant, ça a été BioNTech. BioNTech avait cette plateforme qu'on appelle l'ARN messager, qui existe d'ailleurs depuis les années 50. Ça a été découvert dans les années 50 en Hongrie. D'ailleurs, il y a plusieurs sociétés qui avaient cette technologie. Après, pour faire la preuve du concept et passer chez l'humain,
c'est là où, avec le partenariat qu'on a créé avec BioNTech, on a pu passer chez l'humain grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, on a pu accélérer aussi grâce à l'intelligence artificielle en partie, pas seulement ça, on a pu accélérer le développement. Alors ça, c'est un autre point qui est très important, c'est ce concept de partenariat. Nouria, vous vouliez aussi rebondir? Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, Pierre, sur le fait que cette intelligence artificielle ne va pas remplacer les chercheurs, ou en tout cas le pharmacien, médecin ou autre catégorie de chercheurs. Et c'est tout à fait vrai. Cette intelligence artificielle, ça nous donne plus de capacité et plus de précision. Parce que cette intelligence artificielle donne une capacité augmentée de calcul et de mélange de données de tout genre, vous avez, de façon plus agile et rapide, la capacité de générer une donnée que vous allez mettre en pratique. Et puis, ça donne aussi la capacité d'augmenter les chances de réussite de tous nos projets. Et donc, c'est une façon aussi responsable d'investir et d'arriver au bout à des traitements qui sont mis à disposition de nos patients. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ça passe beaucoup par les partenariats. On parle ici beaucoup de cancer, mais il y a aussi tout le monde des maladies chroniques. Si je prends l'exemple du psoriasis, de l'eczéma, ce sont des maladies chroniques qui impactent énormément la qualité de vie des patients et des familles. Et souvent, d'ailleurs, ça touche en plus des enfants en bas âge. Donc ça aussi, ça amène une composante importante d'impact dans la qualité de vie. Et par exemple, nous, on travaille avec une start-up espagnole qui s'appelle Legit Health, qui a développé un algorithme qui permet, sur la base de données qui sont partagées et données par les patients eux-mêmes, eh bien, ça permet de projeter l'évolution de la sévérité dans les 7 prochains jours. Et à quoi ça sert, ça? Ça sert à responsabiliser, donner de l'autonomie au patient pour lui dire, en fonction de ce qui se passe dans ton environnement, en fonction des photos que tu nous donnes, en fonction des informations que tu nous as données, voici la projection de l'évolution de ta maladie. Attention, tout va bien. Attention, il faut que tu changes la façon de prendre ton bain, la façon d'appliquer ta crème, ton émollient. Il faut que tu appelles le médecin, il faut que tu prennes rendez-vous. Et donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, grâce à ce partenariat qu'on a fait avec cette start-up espagnole, on a pu développer ce service qui est aujourd'hui mis à disposition en France, mais aussi dans d'autres pays en Europe, et qui est utilisé par ces patients pour justement éviter que cette maladie évolue en crise et que ça impacte la qualité de vie. Donc, vous voyez, c'est de la prédiction aussi. Ça nous aide à être efficace en recherche, mais ça nous aide aussi à prédire et accompagner le patient pour qu'il puisse vivre avec cette maladie chronique qui malheureusement l'atteint. Et alors, je voudrais qu'on reparle un petit peu justement de l'évolution de cet écosystème qui est le vôtre, où on voit de plus en plus de partenariats. Reda dit, le maître mot, c'est partenariat. On a parlé un peu des startups. J'aimerais qu'on y revienne pour voir un petit peu quelle relation vous développez justement avec ces entrepreneurs des biotech, de la health tech. Mais il y a aussi des nouveaux acteurs avec lesquels on peut penser à Dassault Systèmes, par exemple, qui est le roi de la modélisation, etc. Quels sont aussi ces grands nouveaux partenaires industriels avec lesquels vous travaillez? Quel type de relation vous développez avec eux? Quand on dit effectivement que l'IA ne va pas remplacer le pharmacien ou le médecin, malgré tout, le data scientist prend de plus en plus de place quand même. Alors c'est vrai que dans l'industrie pharmaceutique, il y a eu dans nos équipes, en tout cas sur ces dernières années, une évolution certaine. On a recruté des data scientists et des métiers environnement autour de la data pour nous aider à compléter l'expertise que peut avoir un médecin ou un pharmacien. Et donc, je reste convaincue, nous sommes convaincus, et pour preuve, les projets qu'on amène, que ces data scientists vont être main dans la main avec l'intelligence du pharmacien et du médecin pour pouvoir ensemble innover. Donc, il n'y a pas de substitution qui se fait, il y a une symbiose, une complémentarité, une potentialisation. Et c'est ça c'est l'avenir, on le voit. Et concernant les partenariats, c'est vrai que nous, notre principe chez Pierre Fabre, c'est d'aller en fonction de nos axes thérapeutiques et de nos spécificités, aller chercher des partenariats avec des startups pour pouvoir ensemble, vous l'avez dit Florence tout à l'heure, tout est une question de partenariat aujourd'hui, de transversalité, pour pouvoir effectivement amener des innovations que individuellement nous ne serions pas capables de faire. Tout le monde veut parler là. Alors Reda, allez-y vite. Oui, ça va vous surprendre. Vous avez parlé des grands groupes. Et ça va vous surprendre.
on trouve que l'innovation, c'est surtout au niveau des startups. Un autre exemple, comme Nouria, nous avons un programme qui s'appelle... Et c'est nouveau ça, ou c'est vraiment lié à l'IA? Alors, je dirais que ça a augmenté avec l'IA. Nous avons un programme depuis des années chez Pfizer qui s'appelle Pfizer Healthcare Hub. Okay? Et au niveau de ce programme, on essaye de screener et de trouver des startups pour le développement non seulement des produits pharmaceutiques, mais aussi tout ce qui a trait au diagnostic. Une toute petite société qui consistait, je crois, de 4 personnes, si je me rappelle bien, s'appelle VitaDX, française. Okay. On a travaillé avec cette start-up. On a trouvé qu'ils avaient un algorithme très intéressant parce que cet algorithme permettait de diagnostiquer le cancer de la vessie. On appelle ça le cancer superficiel de la vessie. Si on arrive très tôt à le diagnostiquer, le pronostic est très bon. Il est très localisé. Alors, post-opératoire, pourquoi? Parce qu'on opère le patient et puis il y a toujours des résidus. On veut être sûr qu'il n'y aura pas une rechute. C'est très simple. Cette tumeur existe chez 15 000 patients en France. C'est une tumeur de fumeurs, etc. Et on a trouvé qu'ils avaient cet algorithme. C'est très simple. Ils prennent l'urine, ils extractent des molécules, ils les mettent sur une lame, ils digitalisent la lame et ils passent là-dessus l'intelligence artificielle sur l'imagerie. Ils peuvent tout de suite, avec une précision extraordinaire, d'identifier s'il reste des cellules cancéreuses. Et ça, c'est beaucoup mieux qu'une fibroscopie, vous savez, beaucoup moins douloureux, etc., etc. Et c'est très précis. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment, on trouve cette innovation chez les toutes petites startups. Voilà. Ouais. Pierre et ensuite Florence. Florence, allez, Florence. Allez. Oui, non, moi, je voulais juste... on voit passer des questions qui sont très intéressantes. Oui, on a plein de questions. Et les gens qui sont en ligne, justement, ont plein de questions. Il y en a une qui est très intéressante sur est-ce qu'on va pouvoir prédire les maladies psychiatriques avec l'intelligence artificielle. Ben, précisément, ça rejoint tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que utiliser de la donnée sémantique, utiliser les capteurs, le comportement du patient, sont suivis au jour le jour dans ces données de vie, finalement, puisque tout le monde est connecté, tout le monde à une balance connectée, un téléphone, quoi qu'il, qui envoie des informations sur une plateforme. Donc, on peut avoir toutes ces données-là, plus évidemment le rendez-vous clinique avec le médecin, mais qui arrive assez rarement, finalement, dans le suivi d'une maladie psychiatrique. Et le dépistage, oui. Alors, il y a des sociétés, des jeunes startups, justement, qui ont développé des algorithmes, qui ont développé des solutions où juste sur le langage, l'analyse du langage, l'analyse du visage, des expressions du visage, la façon dont on rit, la façon dont on est triste, la façon dont on s'exprime quand on regarde, etc. Donc il y a plein de boîtes, je ne vais pas les citer, qui font ça. Et ça permet d'avoir un diagnostic, alors évidemment après qui sera revu par le médecin, mais qui donne ces outils-là. Et ça, c'est les outils de l'IA et qui sont très importants. Pour revenir sur ce que vous disiez sur le partenariat avec les startups, une grande partie de ces technologies ou de ces produits ou de ces thérapies géniques, notamment qui vont être développés par les startups, nécessitent beaucoup d'argent, mais souvent ne sont pas dans le business model ou dans le core développement des grands laboratoires pharmaceutiques. Et souvent, on a cette attente des laboratoires pharmaceutiques de nous dire... parce que vous avez tous des fonds d'investissement aussi, des CVC, des corporate ventures, où vous nous dites, on va investir, mais on veut d'abord voir la préclinique, on veut d'abord voir quelques données, etc. Et c'est très intéressant de vous embarquer aussi dans les startups innovantes au démarrage. Alors pas que ça vous donne un droit de premier regard, même si ce serait intéressant tout de même, mais je trouve que ça donne une visibilité internationale pour la startup, parce que dès lors qu'une innovation est certes brevetée, qu'on est en essai clinique, que c'est assez connu ensuite sur la place public international, on est dans une compétition internationale et avoir des grands labos qui s'investissent dans les startups directement ou via des fonds. Alors là, c'est vrai que je reprends ma casquette Sorbonne Venture, accompagner les entreprises en early stage. Alors c'est un des programmes de la France, de faire des licornes, mais des licornes en santé, ça va être un peu plus compliqué. Pour l'instant, on a beaucoup de licornes en digital, on en a peu en santé parce que le chemin est long et la valorisation à 1 milliard, finalement, c'est plus une start-up, elle est déjà
revendue ou elle a déjà fait une M&A avec un grand groupe pharmaceutique. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Je pense que c'est l'enjeu majeur. Et sur la connaissance en intelligence artificielle, ben, on a la grande stratégie nationale d'intelligence artificielle qui met 38 milliards d'euros là, sur 60 laboratoires. Donc vraiment, on compte sur les laboratoires de recherche pour générer encore plus d'innovation, une culture aussi de l'intelligence artificielle auprès des étudiants, des lycéens même. Ça devrait être un outil qui devrait être aussi utilisé que les mathématiques pour justement faire une génération de gens qui vont travailler et qui auront des postes, parce que je pense que vous allez en parler sur la diminution des postes, et vous l'avez dit, il y aura des gens qui seront éduqués en intelligence artificielle. Pierre, vous avez la parole. Et alors, justement, puisqu'on parle des bonnes questions du public, il y en a une que peut-être vous pourrez aussi, à laquelle vous pourrez peut-être répondre sur qui va payer ces innovations. Est-ce qu'à la fin, on oui, j'essaie d'avoir une médecine à deux vitesses après, mais je voulais d'abord rebondir sur ce qu'on a dit sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche, dans la recherche biomédicale, biopharmaceutique, et ce résultat très important de la complémentarité entre les deux, qu'on voit dans les statistiques, dans les études économiques, et que les industriels voient dans leur vie quotidienne dans l'industrie, dans leur recherche pratique. Je crois que c'est très important. C'est à la fois le signe que les pure players qui sont uniquement sur l'intelligence artificielle ne vont pas supplanter les chercheurs en biologie et qu'on aura toujours besoin de sciences et de biologie. Mais ça veut dire aussi que les chercheurs en biologie, les pharmaciens, n'auront, comme de la même manière que ceux qui font purement de l'algorithme n'ont pas d'avantage concurrentiel par rapport à ceux qui font aussi de la science, ceux qui font purement de la science ne pourront pas survivre. Et donc cette complémentarité fait qu'on a besoin de ces partenariats. Alors ça ne veut pas dire que tous les pharmaciens devront être spécialistes d'intelligence artificielle, mais ça veut dire qu'ils seront obligés de travailler avec des gens qui font des algorithmes, avec des gens qui utilisent l'intelligence artificielle. Et ces partenariats sont très très importants. Pour que ces partenariats fonctionnent, il faut de l'interdisciplinarité. Pour ça, il faut un minimum de formation scientifique aux autres sciences dans chaque domaine. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui font des algorithmes aient un minimum de formation en biologie, et ceux qui font de la biologie un minimum de formation en intelligence artificielle, pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Parce que sinon, c'est très difficile de communiquer lorsque vous êtes dans des domaines qui sont très, très différents. Donc cette complémentarité, elle est forte, elle est importante, et elle a comme conséquence que l'accès aux données va être de plus en plus important. Et ça, je voulais arriver à ce point parce que c'est quelque chose qui est très important pour les politiques, parce que les décisions qu'on prend en termes d'accès aux données, à la fois que ce soit dans des partenariats publics-privés, dans des plateformes, on en est en train d'essayer d'en créer au niveau européen, vont avoir des conséquences sur la survie de ces entreprises, sur la performance de leur recherche et développement. Et en Europe, on a tendance à être assez frileux là-dessus. On a une réglementation sur la protection des données qui est très très stricte, qui a des aspects très positifs, qui protège la vie privée, qui fait qu'on a certaines garanties, même s'il peut y avoir toujours des failles, mais on a quand même certaines garanties sur notre vie privée. Mais voilà, l'accès aux données va être vraiment une denrée très importante pour cette R&D. Et aux États-Unis, en Asie, les règles ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Et donc il ne faut pas qu'on prenne trop de retard là-dessus. Et donc je sais qu'il y a des réflexions au niveau européen sur l'adaptation du RGPD, la réglementation générale sur la protection des données, au secteur de la santé lorsque ça a un intérêt de santé publique, lorsqu'il y a un intérêt majeur, parce que sinon il faut toujours demander le consentement de chaque individu chaque fois que ces données vont être utilisées. Même si vous donnez l'autorisation, vous allez à l'hôpital, vous faites partie, recevez un traitement parce que vous avez un cancer de la prostate ou un cancer du poumon, peu importe, on va vous demander si vous êtes d'accord pour que vos données soient utilisées pour de la recherche. En général, vous allez dire oui. La plupart des patients disent oui. Mais on a besoin de spécifier pour quelle recherche. Et donc si plus tard on veut utiliser ces données pour d'autres sujets, d'autres questions de recherche qu'on n'avait pas identifiées au départ, parce que l'intelligence artificielle nous a dit tiens, on a trouvé telle association entre tel gène et tel problème, ben, il faut retourner voir le patient, lui redemander son autorisation. Donc ça, c'est des contraintes très très fortes au niveau européen. Je voulais revenir juste sur la question du public que je trouvais intéressante sur
qui paye et le risque de cette médecine à deux vitesses. Et puis il y a une autre question qui est arrivée entre-temps, et je trouve que ça peut être un peu lié, puisque vous avez commencé, Pierre, à évoquer un peu aussi la complexité que ça peut engendrer. Et puis le risque de la dépendance quand même à la big tech américaine quand même. Quand on parle, cette IA, elle a un coût, ça coûte cher l'IA. Peut-être que ça nous permet de réduire pas mal de coûts dans le développement du médicament, mais vous voulez peut-être réagir, Nuria? Alors, concernant la question sur la prise en charge, effectivement, tout à l'heure, j'ai évoqué cette application, ce service qui aide les patients atteints d'eczéma à suivre leur pathologie et à prédire la sévérité dans les 7 jours qui viennent. En l'occurrence, ici, nous avons travaillé avec la Fondation de l'eczéma et cette application est disponible gratuitement. Mais il est vrai que si on veut vraiment faire de la prévention pour d'autres grands domaines, à un moment, ces applications, ces services que certains considèrent comme étant complémentaires, additionnels, eh bien oui, complémentaires, additionnels, mais indispensables et pas du tout futiles. Donc il faudra bien, à un moment donné, que tout ceci puisse rentrer dans une prise en charge globale. Vous l'avez dit aussi, Florence, on est trop aujourd'hui on va chez le médecin, diagnostic, paf, le traitement est pris en charge. Mais si vous voulez faire de la prévention, il faut que ces services soient pris en charge au moins pour les populations à risque. Au moins pour les populations à risque. Autrement, on n'arrivera jamais à accompagner ces populations à risque et à leur apporter cette chance d'avoir un traitement et un bon taux de survie. Et concernant la dépendance, effectivement, aux données de santé disponibles chez les biotech américaines ou les grandes GAFA, je répondrai que nous, en tant qu'entreprise française, effectivement, nous avons fait ce choix ici en France de travailler avec la FIAC, cette filière intelligence artificielle et cancer, qui vise justement à rassembler le privé et le public et à mettre autour de la table une entreprise pharmaceutique plus ou moins grande, les startups, et ensemble, comme vous l'avez dit Florence, eh bien, pouler nos compétences, faire rayonner les startups, apporter une forme de financement et pouvoir effectivement générer et utiliser déjà les données dont nous disposons dans notre... Reda, vous voulez réagir? Alors, selon mes informations par rapport aux applications, elles sont actuellement remboursées, elles peuvent être remboursées. Ça, c'est une bonne nouvelle en France, c'est-à-dire que sur son téléphone portable, on peut avoir une application qui permette aux médecins de suivre le malade à distance. Alors ça, c'est très bien. Par contre, il y a tout un parcours pour avoir l'homologation. Une fois qu'on a l'homologation, il faut aussi que le médecin accepte d'adopter cette solution et le médecin est remboursé aujourd'hui. Est remboursé par rapport à cette application parce que c'est un service à distance. Alors ça, c'est ce que je voulais dire. Et par rapport... ça c'est un point très important quand on parle de la dépendance des groupes. On n'est pas très clair encore là-dessus. Pour être... Je crois pas, oui, exactement. En général, schématiquement, on passe par ce qu'on appelle un partenaire externe. C'est le partenaire externe qui est recommandé, qui est crédible, qui a accès à ces bases de données. Ce n'est pas les sociétés pharmaceutiques qui ont accès à ces bases de données. Tout est renvoyé à un partenaire externe qui est reconnu et c'est là où les données existent. Ça, c'est un point. Alors, jusqu'où on va y aller, on verra. On verra. C'est encore bouillonnant comme domaine. Et cette question très intéressante, c'est là où il faut qu'on se concentre. Il faut vraiment un cadre stratégique là-dessus, avec toutes les parties prenantes pour qu'on décide comment on va y avancer, parce qu'il y a aussi une histoire de confiance. Est-ce qu'on donne nos données? Et plus il y a de données, plus on pourra générer des nouveaux médicaments, etc. Alors, c'est là où c'est pas clair encore. Juste ajouter un point sur, vous avez parlé de ce qu'on appelle les digital therapeutics, donc ces thérapeutiques finalement digitales dont on se sert de son iPhone pour avoir un diagnostic, un contact, etc. Je pense que là-dessus, on a un vrai enjeu. On parle du remboursement, de la médecine à deux vitesses, etc. Mais donc, comme on fait une évaluation, donc en général, c'est le comité d'évaluation des produits de santé qui fixe les prix après les avis de la HAS, on fait, selon la haute autorité de santé, une évaluation de l'amélioration du service médical rendu. C'est ça la clé pour obtenir le prix pour un médicament en France. Et
Et je pense que sur l'évaluation de ces outils, l'apport de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose sur lequel il y a tellement d'entreprises qui arrivent derrière, tellement de start-up qui arrivent avec des innovations majeures pour les patients, pour leur quotidien, qu'il va falloir qu'il y ait aussi une sorte de révolution sur la façon dont on développe le prix des médicaments, sur l'impact, comme vous disiez, de santé publique, c'est-à-dire c'est bien de soigner, c'est encore mieux de prévenir. Et je pense que l'impact de l'intelligence artificielle, ça va être surtout la prédiction de la maladie avec un design des modèles computationnels de maladie appliqué à la personnalité, à la génétique de la personne, à l'épigénétique, c'est-à-dire là où il habite, c'est ce qu'il a autour de lui qui peut changer fondamentalement ses facteurs génétiques. Et puis là, prendre en charge avec un prix pour toutes ces startups qui arrivent, qui vont être des outils compagnons indispensables pour les médicaments que vous développez dans les groupes. Et donc là, il y a un vrai retournement de table à faire parce que c'est un défi international. On est dans une compétition internationale avec des startups qui sont largement financées, qui sont potentiellement des futurs acteurs de l'économie de santé. Et donc, on a, sur la base du prix, et je pense que Pierre ne dira pas le contraire, on a un vrai challenge sur comment on fixe le prix et comment on évalue le retour pour les assurances de santé. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors pour conclure sur ce sujet, sur le prix, je crois qu'il faut bien qu'on se rappelle qu'il y a une différence énorme entre le prix que le patient va payer et le prix que le système assurantiel, que ce soit une assurance publique ou privée, va payer à l'industriel. Alors, on est tous d'accord qu'on veut avoir un système assurantiel efficace, donc on veut être protégé contre le risque de cancer, le risque d'une maladie pour lesquelles on n'est pour rien. Et donc, on est assez content en Europe d'avoir des systèmes d'assurance publique dans la plupart des pays européens qui soient assez généreux, qui couvrent en gros quasiment à 100% dès que vous avez une maladie grave. Donc ça, on veut le maintenir, mais c'est pas la même chose que de dire, donc on veut que ce prix, ce qu'on appelle out of pocket, ce que vous allez devoir débourser vous-même, soit très faible. Donc parfois il faut qu'il soit pas nul, parce qu'on a besoin d'éviter de la surconsommation. Dans certains cas, on a besoin d'avoir une petite contribution individuelle pour que les patients sachent que on peut pas utiliser ces ressources, ça a un coût. Mais par contre, il faut vraiment déconnecter ce prix-là de ce qu'on rembourse, ce qu'on paye en fait à l'innovateur. Et ça, il faut qu'on l'évalue de façon différente et qu'on améliore la façon dont on va récompenser l'innovation. Sinon, on va être derrière les Américains, derrière l'Asie. Et quand on regarde les chiffres, je pense que Jean Tirole en parlera dans sa conférence tout à l'heure, les chiffres de l'investissement en R&D en Europe par rapport aux États-Unis ou en Asie, la différence est absolument incroyable. Ça fait peur. Ouais. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se réveille et qu'en Europe, on investisse plus, qu'on crée les écosystèmes qu'on a parlé tout à l'heure pour les données, pour l'accès aux données, qu'on ne soit pas trop frileux avec ce RGPD pour l'accès aux données de santé et qu'on investisse plus dans la recherche et développement en santé, tout simplement, parce que pour l'instant, on investit trop peu en Europe. Merci beaucoup, Pierre. Mais malheureusement, ça va être le mot de la fin. Vous aviez un petit regret, Reda, allez-y. Souveraineté sanitaire. C'est ça, Pierre. Et pour cela, il faut une soutenabilité économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Un écosystème qui est favorable aux investissements. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, en Europe, 20% de la recherche mondiale est au niveau d'Europe. Mais on a quasiment 60% aux États-Unis et 10% en Asie. C'est l'écosystème concret. Ouais. L'écosystème concret. Et quand on voit à l'Europe, il y a 20 ans, on était à 50%. Aujourd'hui, on est à 20%. C'est ça le point à retenir. Il nous revient le tout dernier mot de la fin. Beaucoup d'espoir. Je pense qu'on vit beaucoup d'espoir. On vit aujourd'hui dans une énorme révolution dans le domaine de la santé, grâce entre autres à l'intelligence artificielle. Et je crois vraiment que demain, on prendra en charge le patient, prévention, traitement, suivi, et aussi, ne l'oubliez jamais, l'accompagnement après la maladie. On l'oublie souvent, et je crois aussi que parfois, ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Donc, franchement, beaucoup d'espoir grâce à cette intelligence artificielle. Il y a ce travail collectif et collaboratif entre nous tous. Merci beaucoup, Nouria, pour cette dernière touche d'optimisme. Merci à vous quatre. Et nous allons poursuivre. Moi, je reste sur scène. Merci en tout cas à tous les quatre.